Mais ce n'est pas le seul département de l'Arcom qui est chargé de contrôler les obligations, puisque une autre équipe s'occupe des sujets de discrimination en particulier, de contrôle d'accessibilité par exemple. Donc c'est là une dizaine de personnes. Et puis une autre équipe, enfin, est chargée de s'assurer du respect des obligations de production et de diffusion. Donc c'est environ là aussi une quinzaine de personnes. Je mets évidemment de côté les autres médias qui sont sous la compétence de l'autorité ou les autres services, pour le dire plus précisément. Je pense notamment aux plateformes en ligne, puisque, comme l'a rappelé le président Mestre, nous avons créé une direction des plateformes en ligne qui est spécialisée sur ce secteur. Si je peux me permettre d'apporter un complément sur toutes ces procédures de signalement et d'alerte, je crois qu'on a dû vous transmettre, sauf erreur de ma part, pratiquement la totalité des signalements qu'on a reçus depuis 2016. Je crois que c'était ça votre demande. Donc, ça doit faire à peu près presque la moitié des documents qu'on vous a transmis. Vous aurez vu que chaque signalement fait l'objet d'une analyse complète, à la fois sur le contenu de la séquence qu'on revisionne, d'une analyse juridique, qu'elle est ensuite examinée par un groupe de travail présidé par un ou plusieurs membres du collège, et qu'ensuite chacune de ces affaires est réexaminée collégialement par le collège qui, ça arrive régulièrement, ça nous est encore arrivé tout récemment, revisionne en collège, à l'occasion de nos assemblées plénières, telle ou telle séquence pour finaliser son délibéré et voir la position qu'elle prend. Donc je veux vraiment, vraiment saluer le travail de l'ensemble de ces équipes qui font un travail extrêmement approfondi en liaison avec la direction juridique qui est également mobilisée sur ces aspects, puisque dans notre régulation, vous l'avez compris, la dimension juridique est extrêmement forte. Merci. Pour revenir encore un instant sur la question du pluralisme et des suites de la décision du Conseil d'État, lors de précédentes auditions, et en particulier celle de RSF, on a évidemment évoqué la question de la liberté éditoriale et de la définition qu'on pouvait donner de ce mot. D'abord, je vais vous demander quelle définition vous adoptez à l'ARCOM spécifiquement de cette notion de liberté éditoriale, et je voudrais entendre votre opinion concernant l'idée que les chaînes, en particulier d'information, pourraient avoir profit, ou la régulation pourrait avoir profit à voir que les chaînes adoptent, par exemple, une charte éditoriale, c'est-à-dire qu'elles précisent leur positionnement et pour faire le départ entre ce qui relève du positionnement éditorial ou de la ligne éditoriale et ce qui pourrait relever plutôt d'une position d'opinion, etc. Écoutez, la liberté éditoriale, c'est bien évidemment la liberté qui est laissée à l'éditeur de choisir les thématiques qu'il souhaite traiter. Bon, bien évidemment, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été délivrée, donc dans le cadre du format qui est celui pour lequel il a été autorisé, de traiter les sujets de son choix, de la manière dont il souhaite le faire, et en invitant et en choisissant les personnalités qui relèvent de sa seule responsabilité. Bien évidemment, dans le cadre des obligations législatives qui s'imposent à ces acteurs. L'idée de charte propre à ces entreprises est une idée intéressante. Merci beaucoup. Une observation aussi concernant cette décision du Conseil d'État, vous l'avez dit, elle a fait polémique et en particulier la chaîne concernée au premier chef, mais aussi de nombreux médias liés appartenant au même groupe, ont affirmé longtemps et de façon répétée que cette décision ne concernerait que la chaîne CNews. Vous avez fait litière d'une telle affirmation dès le début de votre propos. Est-ce que vous considérez que le caractère répété de cette affirmation, le caractère manifestement concerté de cette analyse ou de cette appréciation, à minima, représente une forme de campagne menée par le groupe au sujet de cette décision? Écoutez, vraiment, le point qui est extrêmement clair dans mon esprit, c'est que la décision du Conseil d'État porte sur un litige qui
a opposé le régulateur à Reporters sans frontières sur une entreprise particulière. Et je l'ai dit très clairement tout à l'heure, donc nous allons réexaminer, comme nous le demande le Conseil d'État, les 2 points sur lesquels il nous a demandé de nous prononcer. Je rappelle simplement que le Conseil d'État nous demande de réexaminer. Si j'ose dire, c'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous dit pas dans quel sens on doit prendre position. Le Conseil d'État ne nous dit pas vous devez prononcer une mise en demeure ou devez rentrer en voie de sanction. Il nous dit simplement l'analyse que vous avez faite à Reporters sans frontières sur ces 2 points touchant à l'indépendance, on vous demande de le réexaminer. Et donc c'est ce qu'on va faire. Mais 2, je le redis très clairement, cette décision, sans ambiguïté, s'applique à l'ensemble des médias audiovisuels. Chacun doit s'en convaincre. Je vais quand même me permettre d'insister parce que la question n'était pas tout à fait celle-là. Elle portait sur le fait que l'affirmation contraire a été assénée, répétée longuement par de multiples personnes, que ce soit sur la chaîne CNews, mais également par les différents médias du groupe. Est-ce que vous considérez qu'une campagne a été menée et qu'il ne pouvait pas simplement s'agir d'un défaut temporaire d'appréciation? Je pense qu'il y a eu énormément de commentaires sur cette décision et globalement, j'ai été vraiment très frappé dans toutes les observations que j'ai pu faire sur ce texte. J'ai bien vu les débats qui opposaient la communauté des juristes. Je pense qu'elle est loin d'être terminée. Elle s'est exprimée dans de nombreux médias de sensibilités extrêmement variées. J'ai été très frappé par l'évolution des réactions entre les réactions qui sont sorties dans l'instant de la publication du communiqué du Conseil d'État et puis les réactions qui se sont exprimées plus loin. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes qui se sont manifestées auprès de nous, de l'ensemble des médias, presse écrite, qui ne sont pas dans notre champ de régulation, comme vous le savez, médias privés, médias publics, beaucoup de journalistes qui se sont manifestés aussi auprès de nous. Je pense probablement par lecture suffisamment peu attentive d'une décision qui est pas si simple. C'est un sujet qui est notre quotidien, donc nous on jongle avec ces concepts à chaque instant, donc c'est une grande évidence pour nous dans la lecture, mais elle n'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc les analyses, à mon sens erronées de la décision, on les a vues dans beaucoup d'endroits, et pas uniquement dans les médias auxquels vous évoquez. Mais en tout cas, pour ceux qui défendent cette approche-là, elle est certainement erronée, je vous le confirme. Merci. Un cas particulier ou spécifique, on parlait de liberté éditoriale, alors évidemment, il relève de la liberté éditoriale d'une chaîne de couvrir éventuellement une actualité religieuse, et vos services ont néanmoins noté, concernant ces news, que la prépondérance de contenu relatif à la religion catholique pose régulièrement question. Au regard du très faible, voire inexistant traitement des autres religions par CNews, comment appréciez-vous son respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion en matière religieuse sur l'ensemble de la programmation? Je me permets d'ailleurs de signaler qu'il y a des religions, mais il y a aussi des libres penseurs, et qu'à cet égard, j'imagine que l'ARCOM pourrait aussi susciter chez CNews ou demander à CNews de faire état de leurs convictions. Dans l'appréciation élargie du pluralisme auquel nous invite de procéder le Conseil d'État, dans cette appréciation d'un déséquilibre manifeste et durable, cette question pourra effectivement être prise en compte dans les réflexions du régulateur. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi jusqu'à présent elle ne s'est pas, ça ne s'est pas traduit par voilà, un rappel à l'ordre, ou parce qu'en l'occurrence les faits sont quand même avérés et pour le coup manifestes? Il y a des obligations spécifiques, comme vous le savez, sur le service public, s'agissant du traitement
de la couverture de l'activité religieuse et des différentes religions qui s'expriment dans notre pays, avec des obligations particulières dans le cahier des charges des entreprises du service public. Ce n'est pas le cas pour les entreprises du secteur privé. Donc le fait d'avoir une émission de cette nature-là, dans lequel, certes, une sensibilité catholique s'exprime, mais il y a eu, sur un certain nombre d'émissions, d'autres sensibilités qui ont pu s'exprimer, jusqu'à maintenant, n'a pas amené le régulateur à intervenir. Dans le cadre de l'appréciation élargie du pluralisme au sens où nous l'avons évoqué, cette question pourra effectivement être appréhendée par le régulateur. Merci. Deux questions encore. Vous nous l'avez dit, dans votre carrière, vous avez été un des rédacteurs de la loi de 86, quasiment. Mais aussi un texte qui m'intéresse, probablement que vous l'avez vu de très près, c'est le fameux décret de 87 sur le mieux-disant. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un petit peu sur l'histoire de ce décret, parce que j'ai interrogé TF1 sur son applicabilité. On m'a fait valoir qu'il n'était plus valable, disons, dans son contenu, au moins depuis 2020, 2021 peut-être. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi, au moins auparavant, vous étiez déjà en charge, les obligations en matière de mieux-disant culturel n'étaient pas appliquées, manifestement? Je préfère vous faire une réponse écrite sur ce point, pour ne pas être trop long dans ma réponse. Je vous remercie. Je serais effectivement très, très curieux d'une analyse, de l'analyse que vous pourrez faire de l'histoire de ce texte, qui, à mon avis, est en réalité assez fondamental pour cette commission. Alors, la dernière question, on a évoqué la question tout à l'heure de la viabilité économique des projets. De très nombreux, en réalité, la plupart des chaînes de la TNT ne sont pour l'instant pas rentables. Et évidemment, vous avez déjà précisé que vous apprécieriez au cas par cas. Une question tout de même. Le fait est que jusqu'à présent, autant que je sache, les chaînes qui ont obtenu des autorisations, les éditeurs qui ont obtenu des autorisations, étaient adossés, en fait, appartiennent tous à peu près au même monde économique, au même modèle, sans que, d'une certaine façon, le coût d'entrée ne soit considéré comme un véritable obstacle. Mais on peut imaginer, enfin, pour ma part, je le fais, que d'autres acteurs qui n'appartiennent pas au monde économique stricto sensu puissent revendiquer d'exercer pleinement leur liberté, leur droit, leur liberté de communiquer ou leur liberté d'expression. Quel genre de propositions pourriez-vous faire pour que éventuellement l'évolution de la loi abaisse d'une certaine façon le coût d'entrée pour ces acteurs associatifs, par exemple, ou quelles suggestions pouvez-vous leur faire aujourd'hui pour que la viabilité économique ne soit pas un critère rédimant à leur candidature? Alors, le cadre juridique actuellement en vigueur n'interdit pas à des formes juridiques autres, et notamment associatives, d'être présents dans le paysage. C'est quelque chose qu'on traite de façon très usuelle dans le secteur de la radio. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 1000 radios en France. Je vais sûrement me tromper dans le chiffre, mais sur ces 1000 radios, il y a plus de 500 radios associatives. Je me demande même si le chiffre n'est pas plus proche de 700 que de 500, mais j'ai une petite hésitation. Et donc, nous sommes extrêmement attentifs dans notre modèle, dans la préservation du modèle radiophonique, à ce que ces radios associatives qui jouent un rôle de proximité très grand, d'apport de services aux auditeurs très, très important, gardent toute sa place. Et dans le déploiement de la radio numérique terrestre, on veille à ce que l'équilibre entre radio de service public, radio privée, radio associative maintiennent le même équilibre
que celui qui est en vigueur au sein de la bande FM. On n'a pas ce dispositif aujourd'hui sur les fréquences de la TNT. On n'a pas eu, en tout cas, d'autorisation qui était délivrée. Il nous arrive d'en autoriser sur d'autres modes de diffusion. Vous faites peut-être allusion aux médias, par exemple, qu'on a autorisé, hein, comme vous le savez, l'année dernière, et conventionné, d'ailleurs. Donc rien n'interdit effectivement d'être candidat sur le modèle, mais effectivement, après, il faut trouver une réponse qui permet... Parce que le modèle de la TNT a de gros avantages, il a une grosse contrainte, c'est qu'il faut couvrir la totalité du territoire. Enfin, en tout cas, plus de 95% du territoire. Et donc, ça expose à des coûts de diffusion particulièrement significatifs, particulièrement lourds. Et donc, bien évidemment, pour ces éditeurs, c'est une question qui se pose en radio, hein, de la même façon. Donc, en radio, très souvent, ça se compense par des modèles de contribution publique, puisqu'elles sont encadrées au titre de leur régime de publicité. Donc, il faut qu'elles trouvent une compensation par une ressource publique qu'elles trouvent auprès des collectivités territoriales. Il en va de même, d'ailleurs, pour la plupart des chaînes de TNT locales, qui sont presque toutes dans une situation d'équilibre économique permise par un contrat d'objectifs et de moyens conclu avec une collectivité territoriale. Et donc, vraisemblablement, pour ces acteurs, ça suppose de trouver un modèle de ressources autre qui permet de compenser les coûts, parce que c'est vrai que la télévision, sur une couverture nationale, emporte des coûts très considérables, techniques, de pouvoir diffuser des programmes 24 heures sur 24 à destination de l'ensemble du territoire. Et donc, ça suppose de trouver effectivement une réponse dans le modèle économique autre. Est-ce que, par exemple, justement, vous évoquez le fait que il y a cette obligation de diffusion 24 heures sur 24. Est-ce que on n'a pas une piste si on réduit, on n'aurait pas une piste si on réduisait cet impératif à des périodes peut-être moins contraignantes, moins exigeantes, j'ai envie de dire. Écoutez, on a pas mal d'expériences en télévision, en canaux locaux ou en radio de fréquences